Un nouvelle interview de vous à moi avec Katia Muller. Bonjour Katia, Bien le bonjour à tout le monde et surtout un grand bonjour à toi, Céline. merci. On se retrouve aujourd'hui pour parler de dépendance affective. Mais avant de démarrer le cœur du sujet, je voulais juste brièvement t'introduire pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore. Donc toi, tu es sur un chemin d'équilibre depuis une vingtaine d'années. Dans ta trousse à outils, si je peux dire ça comme ça, en fait, tu as différentes choses, hein, notamment le shiatsu, la psychologie et la psychogénéalogie. Tu as aussi la communication non violente, la phytothérapie, la bioénergie et le Reiki. Et tu as aussi les bols tibétains. J'espère que j'oublie pas trop grand-chose. C'est assez impressionnant comme parcours. Et voilà. Et aussi, tu donnes tu animes des ateliers, alors en groupe, hein, notamment sur le transgénérationnel, l'harmonisation familiale. Là, je vois que dans ton actu, tu as prochainement un atelier sur la guérison du féminin et tu reçois aussi les gens en séance individuelle. Est-ce que j'ai bien fait le tour? Oh, dans les grandes lignes, oui. Après, effectivement, en 20 ans, on a la possibilité d'aborder pas mal de choses et c'est pas fini. J'ai encore quelques années devant moi, je l'espère. Donc, oui, tu as tout dit. Tu as bien ciblé les choses et c'est vrai que dans les semaines à venir, donc dans les trois ou quatre prochains mois, j'ai une amie très chère à mon cœur qui est chamane en Argentine, qui est actuellement en France et du coup, chaque année, quand elle est là, on co-anime des ateliers qui sont à la fois de la thérapie transgénérationnelle avec tous les outils chamaniques qui nous viennent des Andes et que je mélange au chamanisme celtique dont je suis les enseignements. Donc oui, ce sont des outils formidables. Fantastique. Mais Euh, aujourd'hui, c'est un autre sujet. oui, oui, tout à fait. Oh, Oui, pas qui, peut-être. qui s'inscrit quand même totalement en toute cohérence aussi dans cette lignée-là, puisque aujourd'hui, tu m'as proposé de faire un moment de partage sur qu'est-ce que la dépendance affective, comment l'identifier, soit par une personne qui nous entoure, soit peut-être prendre conscience que nous-mêmes, on en a quelques symptômes, voire tous, et que cela peut nous mettre vraiment en grande souffrance parce qu'on n'en comprend pas forcément les mécanismes. Voilà. Alors justement, j'allais juste poser pour qu'on ait tous un socle à peu près clair, juste les bases de la notion. Donc la dépendance affective, c'est un état psychologique hein, qui est marqué par un besoin excessif d'amour, d'approbation, de validation, souvent au détriment de l'estime de soi et de ses propres désirs. Voilà, ça c'est juste pour poser le socle de base. Et effectivement, j'allais te poser parce que suite la première question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que je suis en dépendance affective? Est-ce qu'il y a des symptômes en fait qui sont caractéristiques et des signes éventuellement observables, alors soit par soi, soit par son entourage? Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. Je te laisse la parole. Alors, c'est avant tout un traumatisme vécu parce que c'est un manque de référence ou de soutien, on va dire, créé dans l'enfance par rapport à l'estime de soi-même, hein, par rapport surtout à l'estime que les parents ont pu nous donner. Est-ce qu'il est facile de l'identifier chez les autres? Oui. Par contre, on ne peut avancer sur ce chemin-là, qui est un chemin long, pas évident, uniquement quand on est en capacité d'accepter d'en prendre conscience. Je dis bien en capacité d'accepter à en prendre conscience, parce que c'est quand même dur à entendre qu'on est indépendant affectif, parce qu'à la base, on pense vraiment faire tout ce qu'il faut pour les autres, et donc on ne peut pas comprendre qu'on nous dise, ben non, faut pas que tu fasses puisque la blessure, elle est en demande d'amour constant. C'est un puits sans fond qu'on essaye d'alimenter par l'extérieur, alors que l'apprentissage, c'est d'apprendre à s'auto-alimenter, à apprendre à se donner soi-même de la valeur et à reconnaître ses propres valeurs. Donc c'est très, très, très compliqué quand ça vient de l'extérieur, parce que justement, comme on cherche tout à l'extérieur, l'approbation, l'amour, la reconnaissance, je ne citerai pas tout, non, c'est justement d'apprendre à nourrir cela de l'intérieur. Et donc, c'est très difficile d'aider quelqu'un
qui ne peut pas accepter de se dire, OK, j'ai ce problème-là, j'ai cette faille-là, et je vais trouver des solutions. Oui. Et alors, juste, je fais juste un petit rappel quand même par rapport au diagnostic, hein. C'est les médecins qui sont habilités à poser des diagnostics, hein, les médecins et uniquement les médecins. Par contre, effectivement, au départ, il faut bien qu'il y ait une prise de conscience, de se C'est dire, ça. il y a quand même quelque chose chez moi, il y a un truc qui tourne peut-être pas forcément rond. Je me pose des questions et puis je vais un petit peu creuser. Et puis après, ben, voilà, il y a le travail de thérapie qui peut éventuellement se faire si on en fait le choix. Et par rapport à ça, justement, par rapport aux prises de conscience, en fait, moi, en faisant les recherches, préparer là, la discussion, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'une forme de dépendance affective. En fait, il y avait plusieurs types de dépendance affective. Moi, j'ai vu qu'il y en avait quatre. Alors, on a une dépendance qui est liée aux besoins de vie ou de survie. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu, on est dans le truc, si tu pars, je vais mourir. Voilà, c'est ce type de dépendance-là. On a une forme de dépendance aussi qui est l'indépendance ou la contre-dépendance. Alors, dans ce cas-là, ce serait un petit peu, j'en ai marre d'avoir besoin de quelqu'un dans ma vie, je suis indépendant, je suis indépendante, j'ai besoin de personne. On appelle ça du rejet, On mais a, c'est de la protection. on bascule dans autre chose. Euh, la, la codépendance aussi, c'est une forme de dépendance. Alors là, on est dans j'ai besoin que tu aies besoin de moi. Et enfin, on a l'interdépendance. Alors là, on n'est pas dans le besoin de l'autre pour la survie, mais pour s'épanouir. Voilà, ça c'est les quatre formes de dépendance affective qu'on peut observer. Et ce que je voulais te proposer, c'est toi, justement, par la pratique que tu peux avoir, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu nous illustrer un petit peu ces types de dépendance et puis nous apporter un petit peu des éléments concrets justement pour Alors, faciliter. je ne vais pas parler des 4 points que tu as évoqués parce que finalement, ce que tu as évoqué là, ce sont des stratégies qu'une personne qui souffre de dépendance affective met en place. Soit elle est constamment donnant pour avoir un présentiel, pour constamment être reconnue, soit elle rejette parce qu'elle se met des barrières pour ne plus souffrir, mais elle souffre d'une façon différente, soit effectivement elle devient serviable et c'est presque de la manipulation et presque une tentative d'emprise. Tu ne peux pas vivre sans moi, mais en fait c'est moi qui ne peux pas vivre sans toi. Donc, en fait, tout ça, ce ne sont pas des types de dépendance affective, mais ce sont des stratégies qu'un dépendant affectif, alors à différents stades et à différents degrés, hein, tout le monde n'a pas le même degré de dépendance affective, peut mettre en place. Personnellement, je préférerais aujourd'hui te proposer, par exemple, 8 points, aborder sous 8 points différents la dépendance affective, c'est une façon un peu plus neutre d'avancer, puisque là, c'est moins. Alors que dans les 4 cas que tu as cités là, on est presque dans du diagnostic. Tu fonctionnes comme ça, donc tu corresponds. Non, j'ai préféré aujourd'hui parler de la façon dont un dépendant affectif se comporte, dont il vit, tente de vivre sa vie ou sa survie, ça tu l'as bien dit au départ, pour souffrir le moins possible, puisque là, on est dans des stratégies. Et la première des étapes, souvent, alors elles ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, hein, chacun les mettra dans l'ordre qu'il voudra, c'est qu'un dépendant affectif ou une personne qui souffre de dépendance affective est une personne, on va dire, qui investit à perte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui va toujours donner. Alors pas forcément que de l'argent, de son temps, sans jamais se respecter. Qu'elle soit fatiguée ou pas, si on lui demande de l'aide, elle va venir gérer. Elle ne tiendra jamais compte de sa maladie et elle sera vraiment en souffrance parce qu'elle-même ne sera jamais reconnue dans ses besoins, mais en même temps, elle ne les exprime pas puisqu'elle est toujours en train presque d'anticiper le besoin des autres ou de projeter le besoin des autres, elle a une capacité d'empathie qui fait
elle se met à la place des autres. Elle se demande même pas si les personnes ont besoin d'elle, elle va y aller. Elle est extrêmement serviable et ça va la rassurer de se dire on a besoin de moi, on me reconnaît pour ce que je fais. Et à contrario, ça va la faire souffrir parce qu'on la reconnaît pour ce qu'elle fait, mais on ne la reconnaît pas pour ce qu'elle est, parce qu'elle ne montre pas qui elle est, mais uniquement ce dont elle est capable. Et du coup, ben, on va pas forcément la solliciter pour des moments sympas, mais plutôt pour des moments utiles. Et le cercle vicieux se met en place avec une sensation de cinquième roue du carrosse, une sensation de rejet, puisqu'elle, elle est là pour bosser. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh ben, oui, on va dire, j'aime les autres, je fais tout pour eux. Non, je suis en grande souffrance et en grand manque d'amour, et quelque part, j'achète la reconnaissance des autres en étant extrêmement disponible, serviable, professionnelle, la personne qui est toujours là le matin au boulot, qui part la dernière, qui accepte tout, même quand elle ne peut plus, et qui va finir en burn-out et qui comprend pas que personne ne s'est jamais rendu compte de son état. Et en même temps, elle n'a jamais mis en place des signaux. C'est très difficile parce qu'une personne qui est dans la dépendance affective, dans ce cercle vicieux, dans ce syndrome, ne se rend pas compte qu'elle s'auto-sabote et que c'est elle-même qui est son propre bourreau. Alors qu'à la base, tout ce qu'elle veut et tout ce dont elle a besoin, c'est des liens du cœur, des liens d'amour, mais elle ne sait pas comment faire. Donc, elle met en place ces stratégies-là et notamment ce don de temps qui est finalement très irrespectueux et pour les autres et surtout, avant tout, pour elle-même. Très intéressant, ouais, ouais. C'est vraiment très parlant. Ouais. On est vraiment dans quelque chose dans les limites et c'est très agressif de dire à une personne qui a cette souffrance-là, entre guillemets, c'est un petit peu brut là, en fait c'est ta faute parce que tu ne sais pas dire non, tu n'as pas appris, parce que tu ne sais pas, c'est un peu violent, tu n'as pas appris à dire non, tu n'as pas appris, parce que comme tu ne te sens pas aimé, comment oserais-tu dire, ben, j'entends que tu as besoin de moi, c'est gentil de vouloir me faire confiance, mais là, je suis trop fatiguée. Mais c'est impossible pour une personne qui est dans cette souffrance-là de le dire, même si c'est ce qu'elle ressent. Parfois, elle est tellement déconnectée de ses propres besoins que de toute façon, dès qu'on lui demande quelque chose, au fond d'elle, c'est non, mais c'est le oui qui va sortir. Quand bien même elle est consciente qu'il y a un non. Elle est programmée pour oui. Le non ne sort pas. Donc, c'est arriver déjà dans de commencer à faire prendre conscience à la personne à quel moment elle pense non, à quel moment elle a besoin de se poser, à quel moment elle a juste besoin de respirer ou de regarder, je sais pas, une émission de télé, de ne pas faire un gros repas familial. C'est très difficile. Donc ça, c'est déjà une première étape. Prendre conscience qu'on investit à perte parce qu'on le fait pour avoir de la reconnaissance et pas parce qu'on en a envie. J'utilise toujours un peu cette métaphore de dire aux personnes, mais quand ta carafe d'eau est vide, tu ne peux pas servir de l'eau à quelqu'un qui a soif. Et c'est un petit peu cet état-là, indépendant affectif, il est toujours vide parce qu'il donne de trop et pourtant il cherche encore. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Investir à perte. Surtout, la deuxième étape, qui est corollaire de la première, c'est que pour avoir de la reconnaissance, une personne en dépendance affective est susceptible d'accepter des responsabilités inappropriées, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans la vie familiale, elle porte tout sur ses épaules. Qu'elle en soit capable ou pas, ça va être une stratégie pour obtenir de la reconnaissance. Sauf que comme elle ne sera pas dans ses compétences ou qu'elle aura dépassé ses limites, le boomerang, elle le reprendra malheureusement très rapidement, mais elle ne comprendra pas. Parce qu'avoir un poste, par exemple, professionnel inapproprié au-dessus de ses valeurs, mais ça va la nourrir sur le coup, sauf qu'elle ne pourra pas faire. Et donc, ça va la détruire
Parce qu'en plus, elle va faire tout ce qu'elle peut pour y arriver. Mais c'est aussi reconnaître ses propres limites. On n'est pas tous faits pour tout. On a tous des super compétences et on a tous des super incompétences. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout être et tout faire. Après, il y a des personnes qui ont des grosses capacités, d'autres qui en ont moins. Mais chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, mais tout dépend à quel moment on a confiance en nous ou pas. Et de se dire, non, là, je vais me détruire si j'y vais. Une personne dépendante ne pourra pas avoir cette réflexion-là. Parce elle va vouloir apporter sa solution en fonction de son interprétation et de sa sensibilité, mais elle ne tiendra surtout pas compte d'elle-même. Donc, elle mettra tout en place à l'extérieur, sans d'abord avoir validé à l'intérieur. C'est ce qu'on voit souvent en communication non violente, hein. C'est ce qui nous est enseigné. Demande-toi d'abord si c'est OK pour toi. Ce programme-là est totalement défaillant au départ chez une personne qui est en souffrance de dépendance affective. Et dans la relation amoureuse, et ben finalement, on a tellement peur de perdre l'autre qu'on va mettre tellement de stratégies en place qui va presque parfois, pour certains, dans le domaine de l'étouffement, du flicage, du contrôle absolu, et on va inviter l'autre à faire ce qu'on a le plus peur qu'il fasse. Il va partir, il va nous tromper, voilà. Parce que justement, l'autre a besoin d'oxygène. Et nous, on veut qu'il soit notre oxygène. Je dis nous, je ne suis plus. J'ai été un moment dans une dépendance affective qui n'était pas aussi violente, mais quand même. Et, et c'est terrible. Alors, pas forcément dans les relations de couple, mais dans ma vie professionnelle, etc. Et, et j'en faisais des tonnes. C'était pas possible. Et quand on est aligné, quand on est réellement en confiance avec soi-même, on se dit non, mais on fait aussi beaucoup plus de choses parce qu'on a l'énergie de la faire, parce qu'on est en capacité de le faire, parce qu'on sait qu'on en est capable et du coup, forcément, ça nourrit et on peut y aller. Et là, on peut se dépasser et faire des choses qu'on n'imaginait même pas. Mais pour ça, il faut que la coupe soit pleine ou le verre ou la carafe d'eau, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ça nous permettra d'arroser les plantes, de nourrir les copains, de donner à boire, enfin voilà, sous toutes ces formes. Donc vraiment, c'est vraiment la perte, les choses inappropriées, c'est vraiment très, très, très important. Ça, la troisième étape, ou le troisième point plus exactement, c'est de se rendre compte qu'une personne en souffrance de dépendance affective, son seul but, c'est de rendre l'autre heureux. Parce que derrière, c'est cette personne qui a besoin d'être heureuse. Et elle va chercher à l'extérieur, grâce à moi, l'autre est heureux, donc c'est du bonheur pour moi. Sauf que quand l'autre est heureux, tu n'es pas forcément heureux. Mais tu vas tout faire pour ça parce que tu te vends que quand tout va bien à l'extérieur, c'est que quelque part, ou à l'intérieur, tout va bien. C'est une autre stratégie qui ne marche pas très bien. Mais ça a marché une fois et on continue. Et on va toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et le bonheur, puisqu'on en parle quand même beaucoup actuellement, ce n'est pas quelque chose qui se vit à l'extérieur, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur et qu'on peut créer. C'est pas juste quelque chose qui vient comme ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend à vivre. Être heureux, ça s'apprend. Être heureux, c'est pas inné. Et c'est pas parce qu'on n'est pas heureux un jour que c'est un drame. Parce que ça aussi, dès qu'on va mal, on a l'impression que quelque chose ne va pas. Non, il y a des jours où, bon, ben voilà, il y a des états bof, il y a des journées, alors je vais le dire vulgairement, des journées de merde. Et c'est OK aussi. Et puis même si on a fait beaucoup de choses pour aider quelqu'un, eh ben ça peut ne pas marcher. Et c'est pas forcément de notre faute. Parce que l'autre est une entité totale et que malgré les outils qu'on lui donne, et c'est d'autant plus vrai dans notre monde thérapeutique, c'est pas parce qu'on donne tous les outils à une personne qui en a besoin
qu'elle va aller mieux, il y a aussi sa part de responsabilité à elle et ce qu'elle va faire de ces outils. Et puis, ils ne sont pas miraculeux, c'est du temps. C'est comme un jardin. Ça se plante, ça se cultive, ça s'entretient. Ces outils-là, on les a pour à vie. Alors, on les a besoin de temps en temps, plus régulièrement, parfois moins. Mais quand ça va moins bien, on va rechercher la boîte à outils. Et c'est ce qu'on oublie. Souvent, on vient en cabinet me dire, mais je comprends pas, ça allait bien, tout d'un coup, ça ne va plus. Mais vous avez les outils? Oui, mais j'ai fait ce que vous m'avez dit. Quand ça va moins bien, on continue, on recommence. Parce que la vie est un éternel recommencement. Donc voilà pour ce troisième point, c'est te dire que, alors dans l'extrême inverse, il y a des dépendants affectifs qui peuvent manipuler, parce que ça reste de la manipulation quand on va dans les extrêmes, hein, des situations où il sera le sauveur d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il va mettre les personnes en difficulté pour pouvoir leur apporter des solutions et pour pouvoir les rendre heureux. Alors là, on est déjà dans des pathologies lourdes, mais c'est une réalité. La plupart des dépendants affectifs ne sont pas du tout là-dedans, mais il arrive que des personnes dans l'extrême vont faire en sorte que vous ayez des accidents pour pouvoir vous sauver la vie. Bon, là, volontairement, je brosse quelque chose qui est quand même dans l'extrême, hein. Faut C'est ça, c'est pas... vraiment là, déjà. Mais ça existe. Et d'essayer de prouver systématiquement à l'autre qu'on n'est pas heureux sans nous. L'autre ne peut pas être heureux sans nous. On est là pour lui. On fait tout pour lui. On le met dans un cocon, mais en fait, on le met dans une prison. C'est ça. C'est le côté sombre du sauveur, ça. Ah, mais de toute façon, à partir du moment où quelque chose est cultivé dans l'extrême, ce n'est plus bon. On est toujours en recherche d'équilibre. Le trop peu ou le trop trop, c'est de trop. Donc voilà pour la troisième stratégie qu'on peut, ou le troisième point qu'on peut. Le quatrième point qu'on peut aborder, c'est que c'est la personne qui souffre de dépendance affective, elle est en peur, voire en phobie de déplaire. Et ça, c'est terrible, puisqu'elle va passer son temps à réfléchir à comment ne pas déplaire. Et à contrario, le peu de temps qui lui reste, elle va chercher à plaire. Il lui reste pas beaucoup de temps pour elle. Il lui en reste même pas du tout. Là, elle est déjà en déficit total. C'est quelque chose qui va le rendre, mais qui va lui donner une souffrance et une insécurité totale. S'imaginer avoir mis tellement d'énergie à faire les choses bien pour quelqu'un, pour le rendre heureux, quitte à en avoir faire de trop, et se rendre compte en fait en face, il n'y a rien. L'autre ne se rend même pas compte de ce qu'on a fait. L'autre ne mesure pas la valeur de l'énergie mise, et limite, il s'en fout. Là, la personne en dépendance affective, elle finit carpette, hein. C'est un drame et elle va encore faire La fois d'après, elle va encore monter d'un cran. Mais il va bien falloir qu'il se rende compte. Mais non, non, parce que c'est pas juste. Non. Et ça, c'est très difficile et très douloureux. Et là, on est vraiment dans l'estime de soi. Et plus il va aller dans ces stratégies de absolument plaire et ne pas déplaire, plus il va perdre d'estime de lui-même. Il va s'affaiblir et se fragiliser encore davantage. Parce que ça va lui renvoyer l'image d'une personne qu'on n'aime pas. Ça Alors que c'est... donne trop d'importance à la validation par le regard de l'autre. En fait, En tout est fait, il n'y a que ça. extérieur, en fait. En fait, on n'attend que la validation extérieure. Un patron qui vous dit que vous faites bien votre boulot, un patron qui vous trouve indispensable, un conjoint qui vous trouve que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, les enfants qui trouvent que vous êtes un père ou une mère formidable, des parents qui sont là en disant je suis très fière de toi, ma fille, mon fils, et des amis qui, oh mon Dieu, j'ai trop de chance de t'avoir dans ma vie. Enfin, voilà, mais oui, on attend que toujours de l'extérieur, que tout vienne de l'extérieur. Et on va pas se mentir, ça n'arrive pas très souvent.
Par contre, ça arrive beaucoup quand on ne s'y attend pas et qu'on ne cherche pas. Bah, quand ça vient, c'est du bonheur. Et puis sinon, on est raccord avec ce qu'on a mis en place. Et puis parfois, en face, c'est pas que la personne ne le reconnaît pas, c'est qu'elle-même vit des situations qui fait qu'elle n'est pas en capacité de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Parce que trop pris dans son engrenage de propres problèmes, de propres difficultés. Et nous, on est là et on attend, mais est-ce que tu vas voir quelque chose? Ben non. Et c'est là aussi quand on est plus en conscience avec nous-mêmes, c'est de se dire, ben en fait, l'autre, il est peut-être en train de vivre quelque chose dont je ne réalise même pas les choses et ça lui appartient. Bon, ben tant pis. Et puis, soit c'est quelqu'un d'égoïste qui s'en fout, soit c'est quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose dont je n'ai pas conscience et c'est pas le moment pour moi d'avoir de la reconnaissance. Et il y a aussi, parfois aussi, c'est que la personne, elle n'est pas en capacité de l'exprimer. C'est pas forcément qu'elle le reconnaît pas ou qu'elle le ressent pas, mais en fait, dans son éducation ou quoi, il y a peut-être pas eu aussi euh, cette forme-là aussi de communication, d'expression, de dire, ben voilà, je reconnais ou voilà, enfin, la parole positive, parfois, juste, la personne le sait, elle le reconnaît en elle-même, mais de l'exprimer à l'autre, c'est encore un autre stade et ça, c'est une question de compétence aussi. Voilà. Surtout que le dépendant affectif, il va attendre une forme de reconnaissance qui, lui, va le nourrir, alors que justement, ça peut être un regard, un sourire, ça peut peut-être venir quelques semaines après, sauf qu'au moment où le dépendant affectif va attendre ce retour immédiat par une attitude précise, et quand elle ne vient pas, ça y est, le soufflet retombe, c'est le drame, son monde s'écroule. Donc, on est tout à fait d'accord. Chacun l'exprime différemment. Et là, on rentre dans une notion qui est pouvoir accepter la différence de chacun et les fonctionnements de chacun sans que cela nous mette en souffrance. Ce qui est totalement impossible pour une personne qui vit de dépendance affective, Oui, qui puis vit il dans cette faut souffrance-là. déjà aussi avoir conscience qu'il y a différents langages et être et une histoire de traducteur aussi, hein, parce que parfois, ben justement, on le reconnaît pas parce que on est fixé. C'est un peu comme si on était fixé sur une langue, puis on nous le dit dans une autre langue, et du coup, en fait, on comprend pas quoi. C'est ça. Et puis, on se met les visières. Donc oui, après c'est très difficile, hein, on va pas se mentir, c'est pas un chemin facile de sortir de ça, mais il y a une réalité et rien que déjà de comprendre que ah bah tiens, quand je ressens ça, je suis dans ma dépendance affective, c'est déjà énorme. Et c'est un travail vraiment de longue haleine et c'est vrai qu'il y a l'avant et l'après qui est vraiment clair. Et d'ailleurs, bah, le point suivant est en lien avec ce que tu viens d'évoquer, c'est qu'en fait, une personne dans la dépendance affective masque ce qu'elle ressent. D'une part, parce qu'elle n'est pas en mesure d'identifier réellement ce qu'elle ressent. Il est très difficile pour elle de mettre des mots sur ses mots, mais en même temps, oser exprimer sa vérité profonde, ça veut dire ne pas correspondre aux attentes potentielles des autres, les attentes qu'elles projettent des autres. Hein. C'est pas forcément. Ça, c'est déjà arrivé quand vous avez dit, mais j'ai fait ça pour toi, et on te répond, mais je t'ai rien demandé. Et là, c'est clairement toujours tout le travail du dépendant affectif qui met dans la projection. Il se met à la place des autres, il imagine pour les autres, alors qu'en fait, il est pas, on est incapable de savoir ce qui se passe dans la tête, dans le cœur des gens, même si on le comprend. C'est pas nous qui le vivons, c'est l'autre. Or, un dépendant affectif s'approprie tout ça et il s'approprie des choses qu'il n'est pas capable euh, de conscientiser chez lui. Donc, ça fait un côté malheureusement à côté de la plaque qui va le desservir alors qu'on ne va pas se mentir, le dépendant affectif, c'est une personne qui est extrêmement gentille, qui a un cœur énorme, mais mal exploité, finalement, il se coupe l'herbe sous les pieds tout seul, le ou la dépendante. Hein. Et c'est un grand, grand, grand chemin d'apprendre en fait, à se rencontrer, à savoir qui elle est, ce qu'elle veut. Et à partir de ce moment-là, le processus peut commencer à s'inverser.
Un petit exemple tout bête, hein. Il y a quelques années, j'avais une personne que j'accompagnais là-dedans. On pouvait même pas lui demander, tu veux du thé ou du café? Euh, Attends, on est le matin. Euh, euh, c'est quoi la meilleure réponse pour toi? Mais on s'en fout. Qu'est-ce que tu as envie? Ça n'était pas possible. On était allé au restaurant avec cette personne volontairement. Elle a été incapable de choisir sur la carte. C'était un truc de dingue parce que bah là, je suis dans tel type de restaurant, il y a telle population, qu'est-ce que je vais prendre? Mais t'as envie de quoi? Oui, mais si je mange ça par rapport aux calories, enfin, elle se mettait tellement de freins et de questionnements sur il faut prendre le bon repas pour correspondre au bon moment. Toi, tu commandes juste ce que tu as envie. Donc, ça peut prendre vraiment des proportions extrêmes. Alors là, je cite volontairement un cas extrême, mais ça en était là. Aujourd'hui, on en rigole avec cette personne et on se retrouve de temps en temps au restaurant parce que les années ont passé. Parfois, elle me dit, t'as vu, j'ai choisi tout de suite. Donc voilà, on peut, c'est un chemin, mais ça peut aussi être un drame insurmontable au départ, parce qu'on ne se rend même pas compte à quel point on est handicapé. Parce Oui, que oui, c'est un handicap. c'est bien de donner aussi un exemple concret comme ça. Alors là, voilà, parce que c'est pas rigolo. En fait, on arrive à des stades où, en fait, on est bloqué dans la prise de décision. Les choix qui nous concernent, en fait, on est tellement bloqué de peur de mal faire. Et puis on se connaît. En fait, il y a aussi le fait aussi du coup avec cette espèce de placer tout à l'extérieur, eh ben, on a oublié pendant un temps de regarder l'intérieur et on se connaît pas si bien finalement. Et du coup, quand il faut prendre un choix pour soi, bah, c'est la panique à bord, on est perdu, on n'arrive plus à distinguer, mais finalement, le bon choix, le mauvais choix, tout est emmêlé et du coup, ça fait qu'on peut être dans un statu quo comme ça dans lequel on n'arrive pas à sortir, quoi. Non, on n'arrive même plus à réfléchir, c'est vraiment, ça tourne, ça tourne, Tout ça est tourne. mélangé, quoi. Et ah oui, oui, c'est panique et ça va même plus loin. Bon, ça, c'était un exemple, on va dire, qui a l'air simple, mais qui était un drame pour cette personne, hein. Faut pas se mentir, c'est vraiment une souffrance. Mais c'est pareil dans une relation de couple, quand on est dans la dépendance affective, de toute façon, on fait tellement pour nourrir la relation par la relation, mais on ne nourrit pas la relation pour la relation. Et simplement, on ne peut pas quitter une relation. Il faut qu'elle existe. C'est ça qui est rassurant. Même si elle est destructrice, elle est souffrante, elle est tout ce que tu veux, on va tout faire, alors que ce soit couple, amis, etc. On va nourrir pour nourrir cette relation, alors qu'elle est totalement pas du tout nourrissante et au contraire, mais on ne peut pas la quitter. Et quoi qu'il en coûte, on va essayer d'exister au travers du regard de l'autre. C'est parce que j'ai pas mis assez d'amour, c'est parce que j'ai pas assez fait pour toi. Non, tout simplement, je ne suis pas capable de dire à l'autre, non, là, on va s'arrêter. Cette relation est une catastrophe pour toi et pour moi. On a des personnes qui nous correspondent mieux ailleurs. Ça ne veut pas dire que la personne est un pervers narcissique, etc. Il peut le devenir, mais pas parce qu'il l'est, mais parce que de toute façon, nous aussi, on manipule la relation et donc il y a quelque chose qui n'est plus sain et on n'est juste pas dans les sentiments amoureux, on est dans le contrôle, dans le faire. Et donc oui, c'est très compliqué de dire pour une personne dans la souffrance, je quitte une relation. Et en même temps, on ne va pas accepter que l'autre quitte la relation. On va même pas pouvoir lui dire, c'est fini. On va trouver des stratégies, soit pour le faire partir, pour se faire quitter. Donc là, on sera victime. Ça sera encore bien. Ça sera beaucoup plus facile pour nous. Mais on va mentir au lieu de dire, c'est fini, parce que nous-mêmes, on n'est pas en capacité d'accepter la finalité parce que c'est la perte. Alors que c'est exactement ce qu'on a besoin et on n'a pas besoin de se justifier. Alors, bien sûr, quand je dis on n'a pas besoin de se justifier, c'est euh, l'autre ne peut pas forcément comprendre que dans cette relation-là, on est en nécessité de la quitter. Ça lui appartient. Mais on ne peut pas lui donner les preuves nécessaires. Il y a un moment pour nous, quand c'est fini,
c'est fini. On est désolé pour la souffrance qu'on peut occasionner à l'autre, mais on n'a pas besoin de stratégie pour quitter une relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou amicale. Il y a quelque chose qui ne nourrit plus cette relation et donc on a le droit de partir, sauf que pour une personne en souffrance affective, en dépendance, elle est incapable. Elle Oui, est incapable c'est, de c'est- sortir de la c'est- relation. ça demande de se confronter au vide et le propre vide justement qu'elle fuit en plaçant tout à l'extérieur, mais qui est en elle en fait. C'est ça. Il faut retourner le projecteur et accepter de se confronter à ça aussi. Et c'est En ça fait, qui le est, dépendant affectif est un puits sans fond. c'est ça. Alors, se dire qu'on n'a plus alimenter son puits parce que c'est lui-même qui va l'alimenter, Panique. ça commence à être compliqué là. Le concept n'est pas simple à aborder. Donc ça c'est le sixième point. Passons au point J'allais dire, je suivant. crois qu'on est au 6. J'essaye de pas perdre le fil. La personne qui est en dépendance affective, c'est un peu un poker face. Elle a un masque de sourire. Quoi qu'il se passe, tout va bien. Tu enlèves le masque, c'est ah et encore là, ma grimace n'est pas juste la bonne. Mais de toute façon, quoi qu'il fasse, elle va continuer. Ça, elle va continuer à sourire, elle va continuer à être disponible et elle va continuer à donner l'impression qu'on peut compter sur elle. Parce que c'est comme ça qu'elle va nourrir son puits sans fond. Hein. Faire coûte que coûte, continuer les pseudo-relations. Il y a une phrase qui, au fond, dit, si je montre mon vrai visage, je ne serai pas aimée. Donc, je vais toujours mettre un masque, un costume, je vais me mettre dans un moule, sauf que nous ne sommes pas une tarte. Enfin, bon, ouais, petite boutade. Mais on ne peut pas s'imaginer être aimé pour nous-mêmes. Et à contrario, c'est comme on ne montre pas aux autres qui nous sommes une fois qu'on a appris à se connaître, on ne peut pas se rendre compte qu'ils viennent nous voir parce qu'ils nous aiment bien et pas parce qu'on est utile. C'est justement le paradoxe, c'est la quête impossible, ce truc, parce que on voudrait tellement être aimé pour qui on est, mais comme on ne montre pas qui on est, en fait, c'est impossible en fait de se faire aimer par pour qui on est vraiment, puisqu'en plus on n'est pas dans l'être, on est dans le faire. Donc il y a ce paradoxe comme ça c'est la quête impossible, ce truc en fait, Voilà. voilà. Et en plus, on nourrit, puisqu'on sait très bien que les gens viennent vers nous pour ce qu'on fait, on va nourrir notre manque d'estime de nous. De toute façon, ils viennent que parce que je suis utile, on m'aime pas. Enfin, c'est vraiment un chat qui se mord la queue, une autodestruction et une descente en enfer qui est terrible. Et de remonter dans l'autre sens, oui, c'est vraiment des étapes qui oser petit à petit faire des choses qui vont nous montrer que déjà oser dire non. Parce que on parle de la dépendance affective qui est toujours souriant, mais c'est aussi quelqu'un qui dit toujours oui. Donc voilà, apprendre à dire non et en confiance. Alors ça, c'était au départ, les expériences sont terribles. Hein. Ça marche pas bien du tout. On se rend malade et puis petit à petit, on se rend compte que c'est possible. Alors il y a des personnes qui effectivement peuvent quitter notre vie parce que comme on leur a toujours donné la capacité de se servir de nous, je dis bien, on leur a donné la capacité de se servir de nous. Forcément, quand on commence à dire non, il y a plus d'intérêt. Mais à contrario, il y a d'autres personnes qui vont nous dire, oh, ben, je t'avais pas vu sous cet angle-là. Ben, c'est normal parce que là, je suis moi-même. Alors, ça plaît ou ça déplaît, mais quand ça plaît, c'est quand même vachement plus nourrissant. Excusez-moi pour le vachement. C'est quand même beaucoup plus nourrissant. Et notre estime de nous est nourrie de cette façon-là. Parce que là, on sait qu'on est nous-mêmes et qu'on a vécu des bons moments avec des personnes juste parce qu'on était nous. Donc, c'est là où ça nourrit notre estime de nous. Et Au fond, sortir un peut-être, on peu le sait très bien, hein. sortir un peu de ce truc de je suis un utilitaire, je le dis volontairement comme ça parce que je suis un utilitaire de service et aussi c'est aussi pareil, c'est une croyance erronée mais qui soutient aussi fortement le système de en fait
on peut pas être aimé par tout le monde et en faisant en sorte, en ayant cette espèce de d'idéal euh, qui peut pas se matérialiser en fait, d'être aimé par tout le monde et d'être tout le temps dans le plaire, le plaire, le plaire, le plaire. Bah, quelque part, on s'auto-sabote, nous-mêmes, on se met en insécurité nous-mêmes parce que c'est quelque chose d'inatteignable en fait. C'est juste, c'est pas possible. Il Il y faut a, il y a même, accepter. il y a même une conscientisation de base quand on dit on a besoin d'être aimé par tout le monde. Honnêtement, est-ce que toi, tu aimes tout le monde? Donc, les autres aussi ont le droit de pas nous aimer. C'est une logique de base qui est très difficile à accepter et à appliquer pour une personne en souffrance. Mais c'est pas parce que ces personnes sont négatives, toxiques, nulles ou quoi que ce soit. Simplement, leurs affinités de vie, la façon dont ils vivent leur vie est différente de la façon dont toi vis et on n'a rien à partager. Donc, on ne s'aime pas, mais pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tout simplement parce qu'on est différent et c'est OK. On peut très bien peut-être échanger quelques banalités au cours d'un repas, mais en ayant conscience qu'il ne se passera rien de plus parce que ça ne me correspond pas. Et donc, en général, quand on n'aime pas quelqu'un, il y a de fortes chances que de l'autre côté, il n'y a pas d'accroche non plus. Alors, se rendre malade quand on se dit à quelqu'un, oula, ça va pas le faire, ça me correspond pas, mais du coup, elle a aussi le droit de penser la même chose pour nous. C'est pas parce qu'on est nul, chiant, incompétent, moche et je ne sais quoi encore. C'est tout simplement parce que ça se fait pas. Et donc, c'est réciproque. Donc, c'est d'autoriser l'autre à penser la même chose que ce que nous, on pense au fond de nous. Et souvent, ça apaise les choses. Je me suis retrouvée un jour dans une situation assez paradoxale. On était dans une conférence. Il y avait côté de moi, aux trois, quatre chaises plus loin, une personne, je ne sais pas pourquoi, mais une animosité, mais réciproque, hein. C'était quelque chose, on n'a pas compris. Mais c'était tellement violent qu'on a fini par se regarder après la conférence, on s'est croisés, on s'est regardé, c'était quand même dans le monde thérapeutique, et on s'est dit, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose entre nous qui est quand même très agressif alors qu'on ne se connaît pas. Eh ben, on a éclaté de rire parce qu'on a été capable de se dire, on n'est pas rentré plus loin en lien, mais le fait de savoir dire, c'est pas ce qui se passe, mais là c'est quand même très agressif, on va essayer peut-être de, et ben ça a désamorcé la bombe, on a rigolé, on se dit bon bah désolé, peut-être dans une autre vie on sera peut-être copines, mais dans celle-là visiblement c'est mal parti. Et voilà. Mais c'est juste de reconnaître qu'il y a un truc qui passe pas. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas cette conscience-là, et je l'ai pas peut-être forcément à chaque moment non plus, mais à cet instant précis, on a eu l'intelligence toutes les deux d'avoir cette conscience-là et de l'exprimer, et ça a désamorcé les choses. Peut-être qu'on va se retrouver dans quelques années, chacune aura fait un travail, et il n'y aura plus du tout cette résonance ou cette vibration entre nous, ou ce rejet, on ne sait pas. On verra bien ce que la vie nous apporte ou pas, mais voilà. Donc, alors, on peut aussi trouver, il y a un cas de figure de dépendants, de personnes en dépendance affective qui pourrait exister parce qu'elle ne se sent pas légitime de demander ou de se positionner. C'est la personne qui va avoir un comportement extrême. Il y a toujours un truc qui va pas, un truc à critiquer, un truc perfectible qui va montrer la petite bête. C'est pas forcément un pervers narcissique ou un manipulateur. Ça peut aussi être une personne en dépendance affective. En fait, ça va être sa stratégie pour exister aux yeux des autres. Il m'est encore arrivé un truc, parce que comme elle n'ose pas dire, coucou, j'ai envie de boire un café, parce qu'elle a peur qu'on lui dise non. Du coup, ça va être, oh là là, je viens de vivre un truc, c'est toujours les trucs impossibles, donnez-moi de l'attention. C'est une façon aussi d'attirer de l'attention. Donc, cette stratégie est là aussi. Voilà. On l'a déjà évoqué, je vais juste un tout petit peu renforcer le clou pour la septième étape. Pour le septième point, c'est une personne qui se rend indispensable pour que la relation ne se termine pas, pour que le monde ne s'écoule pas, parce que la personne en dépendance affective, quelque part, ne se donne pas le mérite d'exister pour elle-même. Donc là, c'est juste, j'enfonce un peu le clou par rapport
à ce qu'on a déjà dit, hein, donc Dans le préparation. Hmm. l'angoisse permanente qu'une relation peut s'arrêter. Ça, c'est vraiment le septième point, bon, que je développe un petit peu, mais qui peut être lié au troisième. Et le dernier point dans la relation, c'est qu'en fait, chez une personne qui est en dépendance affective, en fait, il y a une confusion totale entre être et faire, ce qu'on a déjà aussi plus ou moins abordé. Euh, Sa stratégie, c'est de justifier le besoin d'être aimé par rapport à ce qu'il fait. C'est-à-dire, euh, plus il fait bien, normalement, plus on va lui rendre de l'amour. Alors que non. Comme tu disais, il y a des personnes qui vont nous donner de l'amour, mais que nous, on va pas forcément percevoir parce que leur façon de donner de l'amour n'est pas la façon dont nous, on le vit. Donc voilà, donc c'est un petit peu de ça. Alors on a deux types de personnes qui peuvent développer de la dépendance affective, enfin deux types, deux grandes catégories avec plein de petites catégories derrière. Mais dans les grandes catégories, c'est effectivement les familles dysfonctionnelles dont on a manqué d'amour. Ça, c'est, on va dire, la grande part. À côté de ça, on a quand même aussi des familles dont l'enfant était mis sur un piédestal Les et qui opposés, peut quoi. toujours pareil, les deux extrêmes, Ouais. parce que tout simplement, la personne qui a été mise sur un piédestal va souhaiter, pour certains, pas pour tous, rester toujours sur le piédestal de tout le monde. On va parler alors, d'un truc bien, un exemple peut-être bien éloquent. Le cliché de la princesse royale où tout le monde est à ses pieds, elle ne peut pas comprendre que, bon, c'est le cliché du piédestal, mais disons c'est un peu pour illustrer quand on est sur un piédestal, oui, et puis elle va manipuler. On a tous vu ça dans les films d'ados, la reine de l'école qui manipule tout le monde parce que c'est elle. Voilà. C'est un cliché, mais qui permet d'illustrer ce que je viens de dire entre le manque d'amour, qui est vraiment le cas de figure le plus important dans les personnes qui développent la dépendance affective, mais il y a aussi l'extrême inverse de la princesse qui ne descendra pas de son piédestal et qui va mettre en place toutes les stratégies possibles et inimaginables pour. Et Et, pour et c'est bien parce que du coup, forcément, on se posait la question de pourquoi on devient dépendant affectif. Et donc, on a cet environnement dans l'enfance qui est peu sécurisant. Et puis, il peut y avoir d'autres choses aussi qui viennent soit se rajouter, soit qui ont fait partie du scénario à la base. C'est soit la perte d'un être cher. Il peut y avoir aussi des histoires d'abus sexuels, d'agressions psychologiques, mais il peut aussi y avoir aussi des choses comme une maladie, un accident, un handicap qui peuvent euh, être à l'origine hein, de ces histoires de dépendance affective. On peut même encore mettre un autre élément dedans auquel on ne pense pas forcément. Par exemple, un enfant malade qui a été hospitalisé longtemps ou un enfant qui est né prématuré peut développer une dépendance affective alors que la famille n'est absolument pas dysfonctionnelle. Mais parce qu'il y a eu un moment un manque, parce que les parents ne pouvaient pas, médicalement parlant, être présents, l'enfant peut développer ça très jeune. Et on va faire le lien avec les fleurs de Bach puisque le docteur Bach disait que toutes les émotions, bon, maintenant antérieures donc, que ce soit dans la vie fétale ou dans les 7 premières années de la vie, on a vécu toutes nos expériences émotionnelles. Ensuite, c'est du bis repetita. Donc, de toute façon, on va trouver dans la petite enfance, mais aussi dans la vie intra-utérine, voire aussi déjà dans la vie des parents, puisque comme je travaille dans le transgénérationnel, ça va bien plus loin que ça. Ce sont vraiment ces expériences-là qui vont effectivement construire notre comportement par la suite et qui finalement va s'amplifier, mais ce ne sont que des bis repetita de ces expériences qu'on a encodées et dont on a développé des stratégies.
Après, c'est pas parce qu'un enfant est hospitalisé qu'il va être indépendant affectif. Toutes les mamans qui ont des enfants malades, ne paniquez pas, ou tous les papas. Mais effectivement, et c'est pas de votre faute, puisque le principal, c'est que notre enfant guérisse. Et après, effectivement, il peut y avoir ce qu'on appelle des dommages collatéraux parce qu'il y a eu des choses lourdes et que malheureusement, ben, dans la souffrance, il y a des petites choses qui se sont pas aussi bien passées que ça. Mais c'est pas grave. Voilà, le fait d'en avoir conscience permettra peut-être aussi de parler autrement à l'enfant hospitalisé et du coup de faire en sorte de ne pas laisser le syndrome s'installer. C'est ça. Et c'est pour ça que j'en parlais, parce que effectivement, il n'y a pas que les familles dysfonctionnelles, il peut y avoir comme ça comme des accidents de la vie, quoi, qui font que ben, on peut développer ça, Totalement. une forme de dépendance affective. Et du coup, ça nous amène aussi à nous pencher sur les différents types d'attachement qu'on peut avoir. Pareil, il y a l'attachement anxieux, il y a l'évitant, le profil qu'on pourrait appeler ambivalent ou désorganisé, et puis il y a le profil sécure. Euh, et, euh, et alors, on pourrait se dire, ah ben oui, les opposés s'attirent, donc anxieux, évitant se matchent ensemble dans les relations. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça et peut-être du pourquoi, en fait, ces opposés se matchent, en fait, et ça va pile appuyer sur tous les boutons des alarmes, quoi, en fait. Ça va déclencher le. Alors, je vais faire d'abord une réponse très simple, ensuite on va développer. C'est pour que tu prennes conscience à quel point tu vas avoir à travailler ta blessure, mon enfant. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Souvent, on rencontre, on choisit une personne. Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde. On s'attire par nos blessures, même dans les couples, parce que l'autre est amené à nous aider à travailler sur nous-mêmes. Donc, effectivement, l'autre va mettre en évidence les failles de notre système, comme nous, on va mettre en évidence les failles de son système chez lui, chez elle. Hein. Il y a pas de hasard. Après, c'est d'en prendre conscience et d'aller travailler dessus. Et c'est là où, après, il peut y avoir effectivement source de problème. Soit on travaille ensemble, soit individuellement et chacun progresse sur son chemin de vie. La progression ne veut pas dire qu'on va continuer ensemble parce que chacun peut évoluer différemment dans ce chemin-là. Ce qui peut faire peur aussi et qui peut faire éviter d'y aller parce qu'on a peur de la rupture, qui n'est pas forcément là, mais qui peut effectivement avoir une période de flottement parce que quand chacun va travailler sur lui, forcément, ça lève pas mal de problématiques et on ne peut pas forcément à ce moment-là être très disponible pour l'autre quand nous-mêmes, on est en train de construire nos propres fondations. Oui, et puis Mais il y là, a cette histoire aussi on s'active mutuellement les blessures, et donc c'est pas du tout confortable, en fait. ah non, Voilà. mais c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau parce que notre société nous a aussi vendu on rencontre quelqu'un, on s'aime, c'est pour la vie, on se bat ensemble et tout va toujours bien. Alors, il y a des relations qui sont comme ça et il y en a d'autres qui sont, je les appelle souvent des relations de transition qui peuvent durer 3 semaines, 3 mois, 3 ans, hein, voire plus. Hein. Maintenant, je suis dans les trois. Je vous présente Plume, qui est mon chat, que vous voyez de temps en temps passer. Et ces relations-là, elles sont justes parce qu'elles nous permettent de passer à l'étape suivante. Et c'est pas d'avoir peur, de se dire, oh non, mais cette fois-ci, c'est bon, je vais enfin trouver la bonne ou le bon. Le bon et la bonne, c'est à chaque fois qu'on fait une rencontre. Simplement, c'est pas une définition de temps. Et puis un jour, on rencontre une personne, on se pose plus la question. Mais ça, c'est un travail que chacun fait ou pas, et c'est juste. Et si on ne le fait pas, c'est pas un souci. Et Et c'est pas parce qu'on se rencontre dans nos blessures qu'il n'y a pas beaucoup d'amour et de bonheur, hein. N'oublions pas ça. Parce que quand je le dis, souvent on me dit,
Oui, mais ça veut dire quoi maintenant que ma femme, mon mari, non, 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 ça existe, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi ces réalités-là. Et justement, bon, ça, on avait déjà un petit peu commencé à le toucher du doigt tout à l'heure, là, quand on faisait le gros des 8 points. Mais on ne peut pas aussi parler de dépendance affective sans parler de système relationnel dans lequel on évolue, ni d'omettre de parler des limites. Parce que, effectivement, on peut observer que la dépendance affective, elle se cantonne pas juste à un secteur de vie. On peut la retrouver en fait dans le système familial, on peut le retrouver dans le système couple, on peut le retrouver dans le système professionnel, amical. On peut le retrouver comme ça en fait à différents Ah, niveaux. mais quand on est dépendant affectif, on l'est. On n'est pas dépendant affectif dans le couple et pas dans le boulot. Voilà. Faut pas se mentir, on l'est. Sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures. C'est ça. Et ça, c'est intéressant aussi à s'en rendre compte, hein, forcément, puisque c'est des dynamiques relationnelles comme ça qui se jouent. Et il y a aussi, Par contre, je précise quand même qu'en fonction des blessures au fond de nous, on peut être plus dépendant affectif dans le couple que dans la vie professionnelle. Même si on l'est sur tous les registres, on va pas forcément avoir les mêmes. Alors, certains le sont à tous les niveaux partout, et d'autres ont quand même des degrés différents et variés en fonction des situations dans lesquelles ils se trouvent. il y a aussi quelque chose que je voulais aborder parce que ça me paraît être un point important. C'est cette sensation, en fait, parce qu'on a parlé du puissant fond qui est présent chez un dépendant affectif. Et quand on est face à ça, on peut sentir comme une forme de vampirisation. Ah, le mot est fort, hein, je ne sais pas s'il est très adapté, mais disons que ça permet quand même de bien visualiser. C'est comme une forme de vampirisation énergétique, on peut ressentir ça comme ça. Et donc forcément, on en vient à la question des limites parce que suivant comment on peut se retrouver face à une personne qui est en grande dépendance affective, euh, il peut y avoir comme une demande, mais démesurée en fait. Et presque, on pourrait ressentir ça comme de l'abus quand on se retrouve en face, comme si on était dans une forme d'injonction, quoi. La personne qui est en dépendance affective, dans un système de dire, bah, je souffre et tu dois être absolument là pour moi, tu dois répondre à mes besoins, en plus de telle manière, parce on a vu avant qu'il y a en plus, il y a des attentes qui sont très cadrées, hein, si on ne répond pas dans le cadre, ça se passe pas bien. Et, et tu dois être là pour moi, et si et ça. Et donc, ça peut être très, très oppressant, et c'est pour ça que je parle aussi de vampirisation énergétique, parce qu'en fait, ça pompe aussi une énergie assez folle quand on est face à ce type de profil qui est... Bah, elle n'a pas le choix. Elle donne tellement d'énergie, elle dépense tellement d'énergie à perte qu'à un moment, il va falloir la chercher quelque part, cette énergie. Donc forcément, on va dire, il y a un côté sensu quand elle tient quelqu'un qui, au départ, la nourrit, parce que quand un dépendant affectif nous rencontre, moi, je veux dire maintenant, là, jusqu'à présent, on s'est mis dans la position du dépendant affectif et de ce qu'il ressent. Mais effectivement, quand on rencontre un dépendant affectif, il y a une forme d'emprise, effectivement. Tu es là pour mon bonheur, il n'y a que toi qui peux me rendre heureux. Et là, tu dis, mais moi, j'existe plus, je suis juste là pour toi. c'est ça. Donc, il y a aussi une espèce de dépossession de notre propre personnalité. T'as plus le droit de rien faire parce que on a l'impression que tu vas faire ta vie, tu vas t'amuser avec les autres et tu ne tiens pas compte de la personne. Enfin, tu es aussi mise dans une prison
ou mis dans une prison, hein, que ce soit un homme ou une femme. Tu es tout le temps soupçonné d'avoir des relations extra-conjugales. Enfin, il y a énormément de choses qui font que, ou que tes collègues de boulot te trahissent. Voilà, c'est très difficile. Donc, dans les deux registres, hein. Oui, oui, c'est très violent de pouvoir se protéger et d'où effectivement d'aider la personne à prendre conscience à quel point en fait c'est elle qui quelque part a une emprise sur nous, mais pas parce qu'elle est manipulatrice ou pervers narcissique, mais parce qu'elle est en dépendance affective. Et c'est justement là où je voudrais arriver parce que en fait, on regarde souvent le côté dépendant affectif comme je suis victime et il y a un peu ce côté-là. Et en fait, je voudrais repositionner un petit peu la chose en disant, bah, il n'y a pas de gentil, il y a pas de méchant. Euh, Parce que c'est aussi important face à ce type de profil. Pour soi-même, hein, pour sa préservation aussi, d'arriver à poser des limites qui sont saines et de ne pas s'oublier soi non plus pour pas être aspiré dans le puissant fond de l'autre. Et aussi dans cette histoire de pas de gentil, pas de méchant, en fait, c'est se rendre compte que c'est un dysfonctionnement relationnel en fait et que qui a nécessité en fait de passer par une phase de repositionnement et notamment je pense à la sécurité intérieure en fait euh, à la fois pour le dépendant affectif mais aussi en fait quand on est face à ce type de profil en fait c'est très très important en fait de l'alignement en fait dans sa sécurité intérieure et dans le positionnement de ses limites en fait parce que c'est un gros enjeu en fait dans ce genre de dysfonctionnement C'est très relationnel. difficile de vivre, alors je vais maintenant parler dans la relation de couple, c'est très difficile de vivre avec un dépendant affectif qui ne peut pas en prendre, qui ne souhaite pas ou qui n'arrive pas à en prendre conscience ni à s'apaiser parce que bah, la plupart du temps, les personnes quittent la relation, l'autre quitte la relation parce qu'il en peut plus, il est vidé, poupé, étouffé et qu'il a juste besoin d'exister. Et c'est là où le dépendant affectif tombe encore plus loin parce qu'il va chercher une proie plus fragile dont il aura une meilleure emprise pour s'assurer que celui-ci ne quittera pas la relation. Et donc, la spirale de l'emprise va être encore plus difficile et à un moment, on aura même, c'est même difficile d'avoir après le curseur entre à quel moment elle manipule ou à quel moment elle est dépendante, puisque les deux stratégies vont s'entremêler. Donc, mais ça, c'est vraiment pas tout le monde non plus, mais c'est sûr que la personne qui vit avec une personne en grande souffrance de dépendance affective, ça peut être complexe et souvent sa plus grande peur, effectivement, puisque le dépendant affectif, on va dire son principal défaut, c'est que sa manière d'aimer est en fait une stratégie pour survivre, ce que tu disais au départ, et qu'en fait, il confond dans sa construction être aimé et être validé. Et donc, on va constamment di- euh, se mettre dans la tête que l'autre, c'est la clé de notre existence. Sauf que notre clé, notre serrure, c'est nous. Donc, c'est vraiment, on va dire, si on devait résumer la dépendance affective pour ça, c'est effectivement que on cherche de l'amour, mais ce n'est pas une stratégie pour survivre. C'est ça, et il y a vraiment aussi cette notion de sécurité intérieure. Là, justement, il n'y a pas que l'amour, c'est aussi une sécurité intérieure qui est défaillante et qu'il faut soit reconstruire, soit repositionner quand elle est mal Soit positionnée créer. et ou voir créer parce que si vraiment en fait le socle il est tellement défectueux ou absent il faut voilà il faut faire ce travail de construction ou reconstruction de sécurité intérieure et ça c'est un Totalement. gros enjeu en fait Oui, dans la dynamique pour sortir de la dépendance affective. totalement. Et c'est un travail. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Voilà. Ça demande effectivement du courage, ça, de la frustration, et ça demande vraiment d'être accompagné. On ne sort pas de la dépendance affective avec une ou deux séances, que ce soit énergétique, psychothérapeutique, tout ce que vous voulez.
Ce sont vraiment des blessures profondément ancrées d'estime de soi. Et c'est un travail de longue haleine et de guérison de beaucoup de blessures, en fait, parce que c'est pas une blessure principale, c'est plein de blessures. Les unes viennent nourrir les autres. Donc, c'est vraiment un grand débroussaillage de terrain à faire pour assainir tout ça et pour pouvoir planter des choses saines et équilibrées qui vont effectivement nourrir l'estime que la personne aura d'elle-même. Oui, tout à fait. Euh, Voilà. on arrive à la fin là de l'interview. Est-ce que tu souhaites encore ajouter quelque chose? Enfin, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaiterais nous dire? Alors, quelque chose peut-être de très simple, euh, tout est possible. Il est totalement possible de sortir de la dépendance affective. Il est totalement possible d'être aimé pour ce qu'on est. Tout est possible. C'est vraiment un chemin que je vous invite à prendre et à expérimenter parce qu'il y a un avant, il y a un après et le bonheur existe. Même si aujourd'hui tout semble noir, la lumière n'est pas loin. Oui, voilà, et puis avoir conscience en fait qu'il va pas le travail en fait ça va pas se faire sur une séance de psychomagie là comme ça par miracle pouf la problématique va être réglée. Il faut bien être conscient aussi que ça va se faire dans le temps et que peut-être au niveau, alors ça après, au niveau stratégie de thérapie, hein, ça se définit aussi en fonction du diagnostic qui est posé, hein, je le rappelle, mais la stratégie qui va être mise en place aussi va correspondre en fait au cas particulier en fait En fait, il n'y a pas une personne qui peut être accompagnée de la même manière puisque chaque personne a des fonctionnements et une histoire différente. Donc, de toute façon, on ne peut pas donner une durée définie. On ne peut pas donner alors, bien sûr, on a des étapes, des outils, mais on va certainement pas forcément les utiliser dans le même déroulé pour chaque personne. Et, et puis parfois, il y a des petits miracles aussi, hein. Parfois mal parti et tout d'un coup, pouf, il y a un truc qui s'ouvre et tout d'un coup, c'est l'autoroute. Voilà, il faut pas en avoir peur, il faut pas se mettre des freins au départ, faut y aller. Même le chemin est extraordinaire parce qu'on se découvre, on se rend compte, on s'est mis de telles limites et on a une telle méconnaissance de nous-mêmes que de toute façon, tant qu'on l'a pas emprunté, on se rend pas compte de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut explorer et jusqu'où on peut aller. C'est ça qui est aussi magique. C'est pas simplement de se dire, mais si je fais ça, je vais aller mieux, je vais rester mariée, je vais garder mon boulot. Oui, et puis on peut et tellement d'autres choses encore. on peut agir, c'est ça aussi, juste pour compléter, on peut agir comme on l'a vu, hein, on peut agir avec des stratégies plus au niveau comportemental, comme avec des thérapies cognitives et comportementales. Et puis il y a aussi toute la partie systémique sur laquelle on va pouvoir faire le travail de thérapie si c'est nécessaire. Donc, voilà. Et ben voilà. En tout cas, un grand merci pour cette matinée très enrichissante. Merci beaucoup, Katia, d'avoir répondu à mon invitation encore une fois. Et puis, eh bien, peut-être à une prochaine fois pour un autre sujet encore. En tout cas, on vous souhaite une très, très belle journée et peut-être à bientôt.